Bonjour, comment ça va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Merci beaucoup. Gratitude Media. Gratitude Media. Immédiate gratitude. La seule attitude qui vaille sur gratitude Media. Chers artisans de lumière, chers starseeds, chers followers et vrais lovers, aujourd'hui je prends la parole en tentant de masquer un tremblement dans la voix qui pourrait trahir la tristesse que j'éprouve. Un être de lumière, un éclaireur, un pionnier de la conscience, vient de franchir le voile, le docteur Christian Tal-Chaleur, premier médecin holistique du nom et lanceur d'alerte émérite, qui nous a quittés après 81 années de rayonnant et essentiel service. J'ai reçu la nouvelle comme un coup de grisou, mais j'ai tout de suite pensé à son sourire, à son rire malicieux, à sa joie de transmettre. Et je me suis souvenu du chemin long et parfois improbable qui m'a mené jusqu'à lui. La première fois que Tal est entré dans ma vie, ce n'était pas en personne, mais par l'intermédiaire d'un de ses livres. En 1994, entre les murs d'une prison, dans la petite bibliothèque du centre pénitentiaire d'Éton, en Savoie, où j'avais été incarcéré pour purger ma peine, un an de prison que je ne méritais vraiment pas, mais que mon karma, lui, avait tenu à me faire connaître. J'ai découvert alors un livre d'une lumière à effacer les murs de pierre et à illuminer ma cellule, un ouvrage publié aux éditions Vive et Soleil qu'il avait créé et qui racontait la naissance de bébés à Molokai, une petite île de l'archipel d'Hawaï, où les mamans accouchaient dans l'eau, dans l'océan, protégées par une barrière de corail, entourées de dauphins qui participaient réellement aux accouchements. Ce texte m'avait bouleversé. Il ouvrait une porte sur un monde beaucoup plus vaste, beaucoup plus doux et beaucoup plus intelligent que celui que je connaissais, plus juste aussi. Des années plus tard, je me suis retrouvé à Pierre-Latte dans un stage animé par Gwen Clapp, son beau-fils, un chaman charmant, lumineux, qui a écrit la préface de mon livre sur la voix. Gwen, le fils de Johan Razanamae, Chaleur, âme sœur et conjointe et complice de Tal. Je les ai vus passer tous les deux à quelques pas de moi, mais je n'avais pas osé les déranger. Je ne savais pas encore que nos routes allaient se rejoindre. Puis, un beau jour, quelques 30 ans plus tard, alors que j'avais définitivement quitté la France pour m'établir ici, à Montréal, au Québec, Canada, Amérique du Nord, c'est Tal Chaleur, lui-même, qui m'a envoyé un courriel. À moi, qui n'osais pas l'inviter par respect, par admiration, par timidité peut-être. Voilà que c'est lui-même qui me le proposait. Il m'avait écrit « J'aime tes émissions, j'aimerais que tu m'interviewes ». Ce jour-là, j'ai été évidemment très honoré du cadeau qu'il me faisait et j'ai eu le sentiment, alors que j'avais déjà interviewé Johan et Gwen, qu'une boucle se bouclait. L'interview que nous avons enregistrée ensemble il y a tout juste un an, presque jour pour jour, reste l'une de mes plus belles de Gratitude Média. Je me souviens encore de lui entrant comme un enfant espiègle, s'apprêtant à faire une nouvelle farce dans mon décor de vaisseau spatial. C'était Tal, profond, joueur, lumineux. Il y a quelques heures, avant d'allumer ma caméra, j'ai lu le message bouleversant de Johan, sa compagne de lumière et de vie, un message qui m'a traversé comme une prière sauvage. Alors je vous le partage ici. Je cite. « Notre Tal vient de partir, très vite, en souriant aux anges, en faisant danser ses mains en l'air, après m'avoir tendrement embrassé et serré ma main tout contre sa poitrine. J'ai vu des êtres de lumière aux immenses cœurs l'accueillir dans un monde radieux. Merci
Merci et des milliards de merci pour tout l'amour, l'estime, le respect, tous les soins que vous avez donnés à Tal. Longue vie à nous tous, dans cette ambiance chaleureuse, aimante, rassurante, pleine des meilleurs sentiments au moment de se quitter. Fin de citation. Et puis, quelques minutes après, j'ai lu les mots de Gwen, son fils de cœur, celui-là même que j'étais venu voir à Pierre-Latte pour suivre son stage sur l'enfant intérieur. Des mots si justes, si dignes, si profondément ancrés, que je vous les partage également. Je cite. Tal est parti pour un monde meilleur. C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part de son décès. Il nous a quittés paisiblement ce mardi 18 novembre 2025. Tal a été une figure marquante, un homme qui a eu un impact profond et positif sur des milliers de vies. Son souvenir restera à jamais une source d'inspiration. Fin de citation. Alors, comment parler après de tels mots? Comment ne pas sentir l'immensité de tout ce que cet homme remarquable a semé? Tal a traversé sa vie comme un médecin du corps, un médecin de l'âme, un médecin de l'esprit, un rebelle du cœur, un pionnier, peut-être le premier, de la santé holistique, un conférencier et un essayiste prolifique, un clown de Dieu, je dirais, un être qui a payé très cher son courage, mais qui n'a jamais cessé de sourire à la vie. Alors aujourd'hui, j'ai voulu lui offrir un hommage simple, un hommage vrai, tissé de gratitude, de souvenirs et de lumière. Alors j'ai sélectionné pour vous 4 extraits de l'entretien que nous avions eu ensemble, 2 ici pour les followers de YouTube et 2 autres pour, un peu plus épicés, ceux-là pour Gratitude Media Academy sur Patreon. Ces 4 pépites comme 4 petites pierres blanches que je dépose sur son chemin. Alors, prenez une grande inspiration, ouvrez votre cœur en grand et nourrissez-vous encore une fois de ces paroles de sage et de sa lumière d'éternel enfant. Et entrons ensemble dans cet hommage pour un homme qui a tant donné et qui brille maintenant dans l'invisible, plus libre, plus vaste et plus vivant que jamais. Le ton est posé, il est clair et lumineux. Une vraie mise en bouche de son enseignement. C'est parti. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup pour cette introduction vraiment remarquable. J'étais vraiment très honoré de tous les compliments que tu me fais. Alors, moi, je suis maintenant à Madagascar depuis quelques mois. J'ai quitté la France et la Suisse et je suis venu ici, dans le sud malgache, où je suis très heureux parce que je suis débarrassé de tous les ennuis que j'avais eu en France avec le fisc, avec des tas de choses comme ça. Comme j'étais un lanceur d'alerte, j'ai eu beaucoup d'attaques et maintenant je suis en dehors de tout ça et je respire à plein poumon le plaisir de vivre. Mon âge, j'ai eu 80 ans il y a pas longtemps, il y a quelques jours, mais l'âge pour moi n'a pas beaucoup d'importance parce que ce que je crois, c'est qu'on a l'âge qu'on veut avoir dans la mentalité qu'on a. Parce que personnellement, il y a des secteurs dans lesquels je me sens plus jeune que quand j'avais 20 ans. J'étais complètement coincé. Donc ma liberté de vie est plus grande aujourd'hui que quand j'étais jeune, parce que j'étais jeune, mais j'étais comme ça. Parce que mon parcours était le suivant. J'ai commencé par être un enfant très heureux jusqu'à 6 ans. Parce que je voyais des fées, je voyais des anges, des guides, je jouais avec eux. Je m'amusais comme un fou quand j'étais seul avec ses amis. Puis un jour, c'était merveilleux. J'ai une enfance vraiment de rêve. Puis à 6 ans, j'aurais dit, écoutez, je vais à l'école. On dit que j'ai trop d'imagination, que je dis n'importe quoi. Laissez-moi tranquille. Et du coup, ils se sont évanouis. Et de 6 ans à 24 ans, j'ai passé 18 ans dans le monde du cerveau gauche. Les examens, les études, travailler. Et pendant toutes ces années où j'étais un bon étudiant, je travaillais beaucoup, mais j'avais perdu la joie de vivre. Je ne savais plus rire ni pleurer. J'étais devenu coincé. Un bon fils de pasteur protestant, complètement rigide. J'étais rigidifié à fond. Et puis à 24 ans, j'ai eu cette espèce de déclic où je me suis dit, faut que je trouve autre chose. Et je suis allé à l'Institut Monroe aux États-Unis. Et Monroe, c'est celui qui a enseigné le voyage hors du corps. Alors, il nous mettait des casques avec des musiques, etc. Et le premier voyage que j'ai fait chez lui, je suis monté sur un plan lumineux et j'ai vu tous mes amis que j'avais quittés 18 ans avant qui m'ont dit « Sois le bienvenu, Tal, quel bonheur de te retrouver ». Parce que la beauté de ces êtres, que ce soit des guides, des anges, des ancêtres, ces êtres de lumière, c'est qu'ils ne sont pas interventionnistes. Si vous leur dites « partez », ils partent. Ils n'imposent jamais rien.
parce qu'ils sont là pour nous soutenir. Ils sont jamais là pour dire tu dois faire ça. Mais le drame, c'est que souvent à cause de l'éducation, on a perdu cette connexion. Et moi, je l'ai perdu. De 6 à 24 ans, mon cerveau droit fonctionnait plus. J'étais dans un moulinette. Alors j'ai beaucoup de problèmes liés au stress. Et puis quand j'ai retrouvé le contact avec ces êtres merveilleux, de bonheur, j'ai pleuré pendant 3 jours. J'étais en extase. Parce que c'est comme si je m'étais réconcilié avec la vie. Je pouvais à la fois être un être de matière, mais j'ai retrouvé le contact avec ma partie spirituelle. Et c'est ça qui m'a amené peu à peu à la médecine holistique. Médecine holistique, c'est qu'au début, j'étais un généraliste classique. Et puis un jour, je me suis rendu compte que la médecine que j'avais apprise à la faculté, c'est voir de quoi les gens sont malades, faire un diagnostic, et ensuite leur donner un traitement qui va les maintenir malades toute leur vie. C'est vrai, vous voyez un diabétique, on pourrait lui dire, vous savez, en 3 semaines ou 4 semaines, avec du jeûne et des jus de légumes, vous pouvez guérir votre diabète. Non! On dit insuline à vie. Pour Big Pharma, c'est merveilleux, mais c'est de la folie. On a complètement perdu le sens que toute cette médecine de Big Pharma est une médecine de symptômes. Elle efface les symptômes, elle enlève les tumeurs, enfin, elle agit sur des symptômes, mais elle n'agit pas sur les causes. Et alors, quand j'ai découvert ça, j'ai commencé par m'intéresser aux autres médecines. J'ai fait l'acupuncture, la médecine ayurvédique, médecine des Mayas, des Aztèques. Je me suis intéressé à toutes ces médecines ancestrales qu'on peut regrouper sous le terme de chamanisme. Parce que le chamanisme était tout ce qu'il y avait avant les religions et les médecines structurées. Alors, je me suis intéressé à ça et j'ai trouvé ça passionnant. Parce que j'ai découvert des moyens de soigner les gens qui n'étaient pas toxiques. Et enfin, je respectais le principe d'Hippocrate, le primum non nocere. C'est-à-dire que j'utilisais pour mes patients des choses qui n'allaient pas les polluer. Parce qu'avant, vous savez, comme médecin, j'avais toujours peur, vous prescrivez de l'aspirine. Vous savez qu'une personne sur 10 va faire une hémorragie. Et quand vous lisez les notices des médicaments, il y a de quoi être terrorisé. Et comme médecin, quand on fait des ordonnances, on vous annonce que votre patient est à l'hôpital, vous vous dites, mais je suis un assassin, ça ne va pas ce que je fais. Donc, je me suis tourné vers ces médecines non violentes. Et ça m'a passionné. Puis après quelques années de pratique de tout ça, j'ai fait un pas de plus. J'ai dit à mes patients, après 7 ans, j'ai dit à mes patients, écoutez, si vous voulez continuer à être des patients et moi le médecin qui fait tout, j'arrête. Je ne veux plus soigner des malades, je veux être un éducateur de santé qui va vous donner et vous enseigner les outils pour que le médecin, ce soit vous et pas moi. C'est ce que Schweitzer avait appelé le médecin intérieur. Parce qu'on disait au grand docteur Schweitzer, comment se fait-il que vous entendez bien avec le chaman guérisseur du coin? Il dit, mais on fait la même chose. Chacun à sa façon, nous réveillons le médecin intérieur qui est en chacun. Et ça, c'est une compréhension fondamentale. C'est que la guérison de n'importe quelle maladie ne vient jamais de l'extérieur. Croire que c'est tel traitement ou tel magnétiseur ou médecin, c'est faux. C'est toujours le corps qui fait le travail de se guérir. Mais le corps, qui a une sagesse colossale, un corps humain, c'est des milliards de réactions chimiques à la seconde, des millions de cellules qui naissent et qui meurent toutes les semaines. Enfin, c'est incroyable, un corps humain d'intelligence. Alors, croire que la maladie, c'est juste une catastrophe, ça m'est tombé dessus, j'ai attrapé un rhume, c'est une idée idiote. La réalité, c'est que toute maladie est une forme que le corps fait pour se dépolluer. Donc, le corps est toujours en train de faire le mieux qu'il peut pour que vous soyez en bonne santé. Et ça change complètement la vision des choses. Par exemple, toute cette vision qu'on a eue depuis Pasteur, que je crois que les virus et les bactéries, c'est des ennemis, qu'il faut les tuer, il faut mettre des masques, c'est tout faux. La réalité, c'est que notre corps fabrique de l'intérieur des virus, des bactéries, des champignons pour se nettoyer et se dépolluer. Donc, nous avons dans notre corps plus de virus et de bactéries que de cellules. Donc, on ne peut pas y échapper. Il y en a partout. Mais le système immunitaire est là pour régler tout ça. Et pour faire que quand le corps est trop empoisonné, il va déclencher une maladie aiguë ou un cancer pour aller dans le sens de la dépollution. Et le drame de la médecine moderne, c'est que la maladie, c'est comme un symptôme, c'est une ampoule rouge allumée au tableau de bord. Je vais chez le garagiste, il y a une ampoule allumée. Si le garagiste dit, mais pas de problème, j'enlève l'ampoule, partez. Vous dites, mon garagiste, il est fou. Mais c'est ce que font 80 ou 90% des actes médicaux. On supprime des symptômes sans s'occuper d'où ils viennent. Alors là, je suis entré dans cette compréhension de ce que j'appelle la médecine holistique. J'ai rien inventé, c'est la médecine qui est depuis des millénaires là. C'est s'occuper du corps physique, du corps émotionnel, du corps mental et du corps spirituel. On peut en mettre d'autres, on peut mettre le corps éthérique en plus, mais 4, c'est déjà pas mal. L'idée, c'est que comme un cheval a 4 pattes, la santé, c'est que les 4 corps puissent fonctionner en harmonie.
C'est cette vision que j'ai. C'est qu'il faut donner aux gens. Alors, mon rôle, depuis maintenant plus de 50 ans, c'est de donner aux gens les outils élaborés depuis des millénaires pour qu'ils puissent apprendre à se prendre en main. Parce que le grand drame de notre société, c'est que la médecine avait toujours été un rapport d'être humain à être humain. Un médecin ne donne pas la même substance à tout le monde. Si comme médecin, je disais, ah, j'ai un patient qui a la tête, aspirine à tous, et on le mettrait en prison, c'est de la folie. Mais c'est ce qu'on a fait depuis l'ère des injections. Pour ne pas prononcer de Oui. C'est qu'on a dit, tous pareils. Et l'Empire qui a créé ça, qui est le premier empire planétaire, il a dit tous les êtres humains la même chose. Or, c'est une ineptie, parce que chaque être humain est différent. Et aujourd'hui, on a toutes les preuves scientifiques. Exactement comme il y a des groupes sanguins, on n'a pas tous le même sang, il y a des groupes leucocytaires qui font que le système immunitaire de l'un n'est pas le système immunitaire de l'autre. Donc, donner à tous la même chose, vous savez, c'est d'une folie incroyable. C'est comme si je disais, vous savez, la pointure moyenne des Canadiennes, c'est le 39. Toutes les Canadiennes ont 39. Il y en a beaucoup qui ont mal aux pieds. Parce que la médecine ne peut pas être comme ça. Et cette espèce de médecine qu'on a créée, tous pareils, tous les mêmes traitements, Big Pharma, c'est un monde complètement délirant. Et qui n'a pas de base scientifique. Moi, c'est ce qui m'a passionné là-dedans. Comme j'ai une formation scientifique, j'ai cherché et publié toutes ces études qui montrent que tout ça, ça marche pas. Les effets secondaires des médicaments et des injections sont dramatiques et que c'est pas ça qui va amener la santé. Et aujourd'hui, on a la preuve que plus les pays sont médicalisés, plus ils sont malades. C'est incroyable. Oui, on a les chiffres. Excuse-moi, je te coupe. Oui, c'est vrai, on a les chiffres d'ailleurs des États-Unis. C'est une catastrophe, puisque avec la malbouffe, l'espérance de vie l'espérance de vie a chuté. L'espérance de vie a chuté. Alors, je t'arrête juste un petit peu parce qu'on va faire voilà. On va parler d'abord beaucoup de ce livre que j'ai là et que j'ai adoré, hein. Franchement, communiquer avec ses guides spirituels. Et puis, ça rejoint tout ce que tu viens de dire, évidemment, sur l'alimentation et tout ça. Donc, c'est très, très riche. Donc, je suis très heureux que tu sois là encore. Je te remercie vraiment d'être ici. Et voilà, et d'être réussi à monter dans mon vaisseau par abduction sans dommage. Bon. Et c'est pas la première fois qu'on va se voir, je peux te le dire, parce que là, tu vois, en plus de ça, c'est joyeux. Je lis ce livre, c'est joyeux. Et puis, j'ai lu aussi celui-là, sortez de l'hypnose collective. On va parler peut-être plus de celui-là dans la deuxième partie. On va réserver dans la première partie des questions par rapport à la communication avec ces guides spirituels, et tu as bien expliqué que ça a commencé pour toi à l'Institut Monroe. Et alors, pour donner plus de rythme à cette interview, j'ai préparé un petit jeu de cartes. Donc, il y a une quarantaine de cartes ici. Et je vais en prendre une au hasard. Et puis, voilà, tu essayes de répondre. Bon, c'est difficile de répondre court hein, quand on est holiste, si je peux dire. Bon. Puisque tout est dans tout et réciproquement, comme disait Pierre Dac. Mais je vais prendre une carte et puis on va voir. Allez, c'est quoi ça? Oh, c'est une carte rouge. Alors là, c'est pour tout à l'heure, c'est pour la deuxième partie. Ça parle des médicaments chimiques. On verra ça après pour parler plus librement. On en prend une autre. La voici. Alors, en général, les Occidentaux ont-ils une hypertrophie du cerveau gauche par rapport aux Asiatiques et aux Africains? C'est une excellente question, parce que tout le problème est là. C'est que toute notre éducation est cerveau gauche. L'école, l'université, c'est que du cerveau gauche. Et on tue le cerveau droit. Si un enfant rêve, on dit arrête, ce que tu imagines, ça n'existe pas. Et le matérialisme, c'est cette espèce de religion du cerveau gauche, où on ne croit que ce qui est rationnel, logique, soi-disant prouvé scientifiquement, c'est le cerveau gauche. Et c'est vrai que la plupart des gens, je dirais pas qu'ils ont une hypertrophie, mais ils ont une hyperfonctionnement du cerveau gauche. Ils passent leur temps à tourner en rond, gna dans leurs problèmes, et il n'y a pas de solution. La clé, et ça c'est ce que je trouve passionnant, c'est que la clé pour se délivrer de l'enfer du cerveau gauche, c'est la gestion émotionnelle. C'est que si vous voulez sortir du oui, mais, non, mais, etc., il faut prendre une émotion négative et la lâcher. Et les émotions négatives, il n'y en a pas 36, c'est la peur, la colère et la tristesse. Après, on peut mettre d'autres mots. Mais en gros, il faut apprendre à lâcher nos peurs, nos colères et nos tristesses. Et nous avons un modèle merveilleux pour ça, c'est l'enfant de 3 ans. Voilà. Parce qu'à 3 ans, un petit enfant, il ne peut pas garder son émotion parce que comme il est connecté avec son corps de lumière, il est guidé du dedans.
il n'obéit qu'à lui-même. Et c'est merveilleux de voir des enfants de 3 ans. Moi, je disais que mes petits-enfants, encore il n'y a pas longtemps, c'est fantastique. L'enfant de 3 ou même 4, 5 ans, il est absolument autonome. S'il a envie de crier, il crie. S'il a envie de pleurer, il pleure. Il est complètement libre. Et il a de l'intensité émotionnelle. Quand il est en colère, waouh, c'est vraiment puissant. Mais le drame dans lequel beaucoup d'enfants, dont moi d'ailleurs, ont été plongés à 4 ans, c'est qu'on a dit, tu arrêtes de crier comme ça. Si tu continues à être en colère, maman ne t'aime plus. Et on est entré dans le monde du stress, le monde du contrôle. Et on a commencé à faire ce qu'il faut pour plaire aux autres, parce que si je suis gentil, maman va m'aimer, et on a perdu l'intensité émotionnelle. Or, l'intensité émotionnelle, c'est la clé pour libérer le cerveau gauche ou le cerveau droit. Et nous, c'est ce qu'on fait dans nos stages avec ma femme et avec mon fils aussi, Gwen, depuis 30 ans, c'est qu'on apprend aux gens à lâcher la vapeur. On leur dit, et au début, c'est intéressant, on fait un exercice, on dit, venez au centre du cercle, vous avez 3 ans, vous êtes en colère. Mais il y a très peu de gens qui peuvent faire, la plupart, ils vont faire, et on leur dit, vous n'avez pas 3 ans, vous avez 8, 9 ans. Vous avez été déjà marqué au fer rouge par l'éducation qui vous a bloqué. Donc, on réapprend aux gens, c'est ce que font beaucoup les chamans, à retrouver le plaisir des émotions. Oui, je suis en colère, c'est bon, alors, on va faire ça en public. Voilà, c'est ça. Dans notre société moderne, si je crie dans la rue, on m'enferme dans un asile. Mais si je crie jamais que je n'ai pas ma colère, on m'enferme dans un hôpital. Parce que les gens qui gardent les émotions bloquées, quand je serre ma colère, ma peur, ma tristesse, le cancer, c'est surtout à une cause émotionnelle. Alors bien sûr, il y a des facteurs annexes, le tabac, l'alcool, la viande, mais c'est secondaire. La cause numéro 1 des cancers, c'est le blocage émotionnel. Alors une fois qu'on a appris à faire ça, alors bien sûr, en public, le seul personnage dans notre société qui a le droit d'avoir des émotions en public, vous savez qui c'est? Le clown. Le clown. Moi, j'ai travaillé 15 ans avec un clown, qu'est-ce qu'on s'est amusé? Avec nos nez rouges, on pouvait, dans les rues de Montréal, tout, faire les dingues, et les gens applaudissaient. Parce que le clown ne fait pas peur. Mais sans nez rouge, tant que. Mais seul ou avec en famille, on peut prendre des moments d'enfance où on retrouve la joie extraordinaire d'être vivant. Vivant et intense. Et là, on peut être un ours, un guerrier, enfin, on s'amuse et on a du plaisir dans l'intensité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a lâché l'intensité émotionnelle, à travers le corps, tout bouge et tout vibre, la détente s'installe. Dans ce premier extrait, Tal a posé les fondements. Une humanité nouvelle, libre, consciente. Mais derrière cette vision, il y avait un homme qui savait s'émerveiller. Et l'un des récits qui m'a le plus marqué, c'est celui de la naissance consciente, respectée, célébrée. Alors voici maintenant un passage qui parle d'eau, de douceur et de lumière. Tal explique pourquoi l'arrivée d'un enfant dans un environnement d'amour et de paix change toute sa vie. Il parle des sages-femmes hawaïennes, des pratiques naturelles et de la manière dont le système médical moderne a confisqué ce savoir ancestral. C'est un passage vibrant, poétique et très incarné. Naissance, beauté et sagesse du vivant, c'est maintenant. Alors, ce qui est passionnant à comprendre, c'est qu'il y a des gens qui, par peur des émotions, ils se durcissent, même dans une forteresse. C'est le cow-boy qui il n'est pas touché par les émotions. Puis il y a d'autres catégories, c'est les gens qui captent les émotions des autres et qui ne savent pas les lâcher. Et nous, c'est ce qu'on appelle des futurs guérisseurs. Parce que l'énergie d'un guérisseur ou d'un chaman, c'est d'être sensible. Parce que si vous ne sentez rien, vous ne pouvez pas aider les gens. Mais l'énergie négative des gens, il faut pouvoir la capter et la lâcher. C'est ce que font les chamans. Vous allez chez un chaman, j'ai mal au foie. Si le chaman voit que votre foie est bloqué parce qu'il y a trop de colère en vous, il va courir autour de vous en poussant des hurlements, en tapant sur un tambour ou avec des cloches. Donc, il va, lui, lâcher une partie de votre émotion à travers son corps à lui. Et quand il a fait ça pendant un moment, il va vous dire, tu te sens mieux. Vous allez dire, bah oui, ça m'a fait du bien. Il va dire, danse avec. Et le propre des chamans dans tous les pays du monde, c'est qu'ils utilisent leur corps comme outil thérapeutique pour faire du bien à l'autre et pour lui enseigner ensuite à faire la même chose. Nous, on a eu cet exemple, pendant 7 ans, on a fait venir des chamans du monde entier dans un festival qu'on faisait à Saint-Tropez. C'était passionnant. On a fait venir des chamans de partout. Là, le point commun de tous ces chamans, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui restait assis sur sa chaise comme ça. Tous se levaient, criaient, hurlaient, il y avait une ambiance tout passée. Comment on dégage les émotions, on se fait du bien et en même temps on fait du bien à l'autre. C'est ça qui est fantastique. Alors, la bonne nouvelle qui va avec ça, c'est qu'au moment où si je suis sensible aux émotions des autres et aux miennes, eh ben, je prends tout. Je prends mon émotion et celle de l'autre, je lâche, et là, je me sens mieux et l'autre se sent mieux.
Et c'est ce que font les gens. Il y a des gens qui font ça naturellement. Les enfants de 3 ans font ça. Quand papa est en colère, l'enfant dit papa va boire un whisky. Il capte la colère de papa. Il la fait sortir. Le drame, c'est que le père, au lieu de dire c'est génial ce qu'il fait, je vais l'imiter. Le père dit Ouais. tais-toi maintenant. Alors voilà le principe. Et la bonne nouvelle qui va avec ça, c'est qu'une fois qu'on a libéré peur, colère, tristesse à travers le corps, naturellement la détente s'installe et le cerveau droit s'ouvre. Et quand le cerveau droit s'ouvre, alors on entre, moi j'appelle ça chamanisme, mais ça en fait c'est une spiritualité individuelle. Ce n'est plus la spiritualité, tu dois croire ça. Parce que la Oui. religion te dit ça. Ça, c'est les religions qui ont dit tu dois croire ça, tu dois croire que Dieu s'appelle Allah, et si tu t'appelles pas Allah, je te tue. On a tué des millions de gens au nom de religion dogmatique. Alors que dans le chamanisme, on dit je te fais lâcher tes émotions, je t'aide à faire ça, comme si je prends mon tambour pour avoir un son agréable, et toi-même, avec ta conscience, ton cerveau droit s'ouvre et tu voyages. Et c'est là que les gens font des expériences de type spirituel. Ils vont rencontrer leurs parents défunts, ou des guides, ils vont vivre des choses qui sont à eux. Et si après quelqu'un leur dit, ouais, je ne crois pas, ils diront, c'est normal. Tant que tu n'as pas fait une expérience, ben, c'est normal Oui. de ne pas y croire. Sûr. Et moi, ce qui m'a passionné dans ce monde-là, c'est que dans ma pratique, j'ai eu beaucoup de gens au début qui avaient des pathologies qui avaient résisté à toutes les thérapies. J'étais à Genève, les gens de l'argent. Alors, ils avaient fait la médecine classique, ça n'a pas marché, ils avaient fait l'acupuncture. Bref, ils avaient un panorama, un parcours étonnant, et ça n'avait pas suffi. C'était toujours, il y a toujours quelque chose qui n'allait pas. Alors, je leur disais, écoutez, puisque rien n'a fonctionné, on va aller voir dans votre inconscient. Et c'est ce que j'ai appelé la psychothérapie spirituelle. C'est que j'emmenais les gens en voyage chamanique, je leur faisais d'abord lâcher leurs émotions, détendre sur le canapé, et puis je les emmenais en voyage. Et dans ces voyages les gens étaient stupéfaits de découvrir les personnages qu'ils avaient laissés derrière eux. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on vit une situation émotionnellement trop difficile, ça peut être dans l'enfance ou dans une autre vie, parce que quand on comprend qu'il n'y a que le corps physique qui meurt, c'est évident que le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel sont immortels. Donc nous sommes immortels et éternels. Donc la peur de la mort est ridicule. Il n'y a que le corps physique qui meurt. Alors, quand j'emmenais les gens comme ça en voyage dans le passé, ils trouvaient eux-mêmes des personnages qu'ils avaient laissés en plan. Et c'est passionnant à comprendre parce que souvent ces personnages, tant qu'on ne va pas les chercher, ben, ils essayent d'attirer notre attention. Si Oui. j'enferme mes 5 enfants dans la cave, je suis dans mon salon, tout va bien, mais les enfants qui sont malheureux, ils disent, mais si seulement ils pouvaient comprendre que j'ai besoin de lui. Et ils vont dire, ah ben je vais peut-être lui donner une maladie, ou je vais peut-être lui faire sentir ma colère ou mon désespoir. Et souvent, des émotions qu'on a ne viennent pas ou peu du présent, mais viennent de ces personnages qui essaient de nous attirer dans leur souffrance pour qu'on aille les délivrer. Et c'est un travail passionnant. Alors là, le travail d'ailleurs est simple à faire, c'est qu'on va retrouver, on va visualiser un personnage, et puis on va l'aider. Mais pour l'aider, il ne faut pas juste lui donner de la lumière et de l'amour. Il faut d'abord voir son émotion, ensuite se relier à lui. C'est donc la phase, par exemple, si on voit une victime qui est dans son cachot, comme ça, j'en peux plus. Alors si vous dites à la victime, tu es en colère, elle dit, non, non, je suis pas de colère, moi, je suis impuissant, seulement, je peux rien faire. Ah, tu crois que tu n'as pas de colère? Ben, attends un peu. Je capte ta colère et je la lâche. Je me vois en train de lâcher ta colère. Si je fais ça, au bout d'un moment, la victime se sent mieux. Et à ce moment-là, je lui dis, danse avec moi. Et une fois que j'ai appris au personnage à libérer ses émotions, eh ben, je fais un cadeau, je l'envoie dans la lumière. La technique est simple. Est-ce que c'est là, excuse-moi de te couper, est-ce que c'est ça qu'on appelle les sous-personnalités psychoactives, c'est ça? Oui. Alors, les sous-personnalités psychoactives ou SPPA, ça c'est tout un enseignement qui était surtout apporté par Joanne. Parce que Joanne, ma chère épouse, il y a une trentaine d'années maintenant, son frère a été assassiné à Madagascar. Elle était dans tous ses états. Elle voulait retrouver les assassins. Tout d'un coup, son frère lui est apparu en lumière et il lui a dit, écoute, on va écrire ensemble un livre sur tout ce que j'ai vécu après la mort. Et le livre qui s'appelle La mort n'est jamais un accident, qui est suivi de Voyages dans les mondes de lui. C'est des livres incroyables. Parce qu'il raconte en détail comment, après sa mort, il reste bloqué dans le bas astral, pour commencer, toutes les émotions négatives, comment, en libérant ses émotions, il en sort, et après, il monte dans les mondes de lumière, et il donne tout un enseignement à Joanne sur les SPPA, sous-personnalités psychoactives. C'est-à-dire ce qu'il a apporté, et après c'est les guides qui ont continué cet enseignement, c'est que nous ne sommes pas un bloc. Nous sommes, un peu comme une fleur à des pétales, nous sommes constitués de plusieurs personnages. Et le problème, c'est que pour être heureux, on ne peut pas avoir 3 personnages qui prennent toute la place et les autres qui sont bloqués. Par exemple, dans le livre que Joanne a fait sur les personnages intérieurs, la première partie, elle explique ça. Et la deuxième partie, c'est passionnant. C'est des récits de gens qui, depuis l'au-delà, voient la vie qu'ils viennent d'avoir, mais avec un regard de tendresse, mais ils voient là où ils étaient bloqués. Je donne un exemple.
il y a un banquier suisse. Il dit, ouais, moi, dans mon homme d'affaires, ouais, j'étais vraiment bien. Mais mon enfant, je le laissais jamais jouer. Et quand C'est mon ça. enfant m'a filé un autoctus pour dire qu'il existait, j'ai pas compris le message. Donc, nos personnages, c'est passionnant à comprendre, c'est que chacun a besoin de s'épanouir. C'est ça. L'enfant en jouant, l'artiste en créant, l'homme d'affaires en gérant les problèmes financiers, le thérapeute en faisant du bien aux gens. Enfin, nous avons comme ça toute une couronne de personnages qui sont, qu'il faut laisser vivre dans le présent, mais certains sont bloqués dans le passé. C'est ça. Et toutes nos peurs sont des mémoires. Ça, c'est passionnant à comprendre. OK. Toutes nos peurs sont des mémoires. Par exemple, une peur que moi je vois souvent, c'est ce qu'on a beaucoup dans nos stages, c'est des gens, ils s'intéressent à la guérison, médecine naturelle et tout, mais ils ont peur parce qu'ils ont la mémoire d'avoir déjà été dans une autre vie guérisseur ou thérapeute et d'avoir fini sur un bûcher C'est ça. au bout d'une corde. Donc leur mémoire, c'est dangereux parce Ah qu'ils oui. ont des souvenirs. Ou des gens qui ont des peurs inexplicables. Je prends un exemple, moi j'avais un patient comme ça, il avait peur de voir un tableau peint à l'huile. C'est curieux. Ah bon? Ça. C'est bizarre. Quand je vois un tableau peint à l'huile, je me sens vraiment mal. Symptôme incroyable. Pourquoi ça? Oui. Il dit l'aquarelle, pas mal. Alors, quand on est allé dans le passé, il a découvert qu'il avait été un grand peintre du Moyen-Âge, riche et célèbre, mais qui jugeait les autres comme des nuls. Or, et ça c'est une grande leçon que nos guides nous expliquent, on est sur Terre pour apprendre l'amour. Et la première chose pour aimer, c'est de ne pas juger. Dès qu'on juge quelqu'un ou soi-même, le jugement, c'est du non-amour. Au lieu de dire l'autre est immature, on dit il est mauvais. Et ce jugement, c'est comme un boomerang qui revient qu'une expérience. Et dans le cas de cet homme, il était très arrogant et très supérieur, et ces gens qui méprisaient un jour l'ont empoisonné. Et il est mort en maudissant la peinture. Il a dit, c'est un con de dans le pain. Et du coup, la peinture était insupportable. Il a libéré ce personnage en visualisation, il l'a fait monter dans la lumière, et après, il a pris un pinceau, il s'est mis à peindre. Il me faisait rire, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, il disait, je peux simplement pas dire aux gens, j'étais un tel, parce que ça ferait vraiment orgueilleux, alors je dis, je fais des stages. Excellent. Nous avons comme ça des talents qui ont été bloqués par une expérience douloureuse. Ou ça peut être un enfant qui se sent seul et qui dit, la vie n'a pas de sens, j'y arriverai jamais. Il reste. Et après, on a beau faire des tas d'efforts, donner de la paix, et rien ne marche. On dit, mais pourquoi dans ma vie, j'ai que des échecs? Mais parce que cet enfant, il dit, tant que tu viens pas me chercher, je vais pas te laisser réussir. Donc, ce travail de remonter dans le temps, c'est facile à faire. Moi, j'ai fait comme ça, c'est sur mon site. Ça s'appelle Voyage de psychothérapie spirituelle. Et les gens peuvent l'acquérir pour 6 € sur leur ordinateur. Et ils vont s'entraîner à voyager pour trouver peu à peu, guidés par eux-mêmes, les personnages qui sont restés bloqués. Et c'est un travail que je trouve passionnant parce que c'est complémentaire à tout ce qui est médecine naturelle. Alors voilà pour les 2 premiers extraits de notre entretien. Si cette lumière, si la lumière de Tal vous touche, si son enseignement vous accompagne aujourd'hui comme il m'a accompagné moi-même et comme il continue de m'accompagner, je vous invite à prolonger ce moment avec la seconde partie de l'hommage, disponible cette fois sur Patreon. Le lien est dans la description. Vous y découvrirez 2 passages profonds, puissants, où Tal parle du médecin intérieur, puis de ce qui nous attend au-delà du voile. Je vous y retrouve dans un instant. Donc à tout de suite sur Gratitude Média Academy sur Patreon, si toutefois vous en avez l'élan. Sinon, eh bien, je vous dis bye bye. Je vous dis un grand merci aussi pour votre attention et à tout bientôt. Bye bye. Bonjour, comment ça va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Merci beaucoup. Gratitude Média. Gratitude Média. Immédiate gratitude. La seule attitude qui vaille sur Gratitude Média.